Il ne faut pas faire d'erreur de carrière, donc ça dépend beaucoup de ton âge, ça dépend beaucoup de ta situation de famille, mais quand tu es jeune, que tu es diplômé, monter une boîte, c'est pas courir un risque. Tu fais ton plan, tu dis aujourd'hui pour faire un objet connecté, il va me falloir 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Si tu les as pas, essaye pas de le faire. Si tu n'as que 500 000, essaye pas de monter une boîte d'objets connectés parce que tu vas pas y arriver. Tu vois, souvent, j'ai une classe, je fais un tour de la classe et je leur dis pourquoi c'est des gens qui veulent tous être entrepreneurs, et je leur dis pourquoi vous voulez être entrepreneur. Et alors en fait, tu as des réponses très différentes en fait. Tu as des gens qui disent pour avoir un impact. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec un super guest. C'est l'un des plus grands noms, je dirais, des objets connectés dans le monde, qui a notamment cofondé Netamo, euh, Wethings et il s'agit de Fred Potter. Salut Fred, ça va? Bonjour, merci de m'accueillir. Nice. Fred, je te propose pour commencer de te présenter succinctement. Donc, je m'appelle Frédéric Potter, j'ai 50 ans. Je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Télécom Paris, dont je suis sorti en 93, 1900, hein, 93. Important de préciser. Euh, Après, j'ai fait un doctorat en microélectronique, donc je me dirigeais au début un peu vers la recherche. Donc c'est pour ça que j'ai passé 3 ans à l'université, donc à travailler sur des sujets de recherche. J'ai soutenu mon doctorat en 96, et puis après, je me suis dit que finalement la recherche c'était pas fait pour moi. Je suis rentré dans l'industrie où j'ai d'abord travaillé comme cadre pendant 3 ans dans les télécoms. Mhm. Et puis après, en 99, j'ai monté ma première boîte qui s'appelle Sirpac, avec laquelle on a mis au point la téléphonie sur ADSL. Donc pendant très longtemps, je pense que tu as eu chez toi, tu as peut-être toujours encore une box avec le téléphone gratuit et illimité. Eh bien, donc Sirpac, c'est la société qui a mis au point pour Free ce service-là, donc qui permettait on faisait les centraux téléphoniques en fait qui permettaient aux opérateurs de produire les offres de téléphonie illimitée. Donc j'ai fait des télécoms pendant de nombreuses années. C'est une société que j'ai vendue au groupe Technicolor. Mhm. Après, j'ai changé un peu de secteur d'activité en allant plus dans le consumer électronique et moins, on va dire, dans l'électronique professionnelle, en cofondant donc WeThings en 2011. Donc pour mettre au point des objets formés santé, dont la balance, le tensiomètre, et aujourd'hui tous les autres objets de ce genre-là, dont les montres. Et puis après quelques années, je suis parti créer Netatmo, qui fait exactement la même chose, mais dans la maison connectée, pour mettre au point donc les produits de la maison connectée, thermostat, caméra de sécurité, et puis éclairage connecté, tableau électrique connecté, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Nokia a été vendu, WeThings a été vendu à Nokia en 2016 et Netatmo a été vendu au groupe Legrand en 2018. Après, j'ai travaillé pendant 3 ans comme directeur technique du groupe Legrand, ce qui était une expérience très très agréable. Et puis, il y a quelques mois, je suis parti aux États-Unis pour travailler chez Apple. Voilà. Yes. Ça fait beaucoup d'informations. On va essayer de revenir sur chacun de ces points. Donc, docteur en informatique, déjà, est-ce que tu peux nous donner le contexte de l'époque? C'était quoi les télécoms à l'époque où tu as eu justement ton doctorat? Alors, c'est une très bonne question parce que le monde était très très différent. Euh, Donc en 1993, on avait une crise économique. Alors j'aime bien raconter ces anecdotes parce que ça fait rigoler tout le monde aujourd'hui. Et c'était une crise qui touchait beaucoup les informaticiens, les cols blancs, les cadres et les ingénieurs. C'est-à-dire qu'en 1993, quand ma promo de Télécom Party est sortie, donc quand je suis sorti de Télécom Paris, on avait un quart de la promo qui était au chômage 6 mois après la sortie du diplôme.
Alors qu'aujourd'hui, les informaticiens, ils ont du boulot 3 mois avant d'avoir eu leur diplôme. Donc, on oublie en fait qu'il y a eu un moment où même le secteur de la technologie a connu des difficultés économiques. C'est un peu pour ça que j'ai fait une thèse aussi. Mhm. C'est parce que c'était bien confortable et puis les offres d'emploi que j'avais dans l'industrie, c'était des trucs pas très sexy. C'était de faire des formulaires, des choses comme ça. Je me disais, quand même, j'ai fait 5 ans d'études pour être ingénieur. Est-ce que j'ai envie de faire des formulaires? Pas vraiment, donc je vais prolonger mes études. Après, quand je suis sorti de ma thèse en 96, c'était vraiment une autre ambiance, puisque là, pour le coup, la crise était passée, et il commençait à y avoir un peu le concept des startups, qui n'existait pas jusque-là, puisque le mot startup, on le prononce depuis le milieu des années 2000. Avant, on ne connaissait pas vraiment, même si on en faisait un peu. Et donc là, l'un des secteurs dans lequel il y a eu énormément de nouvelles sociétés, c'est le secteur des télécoms, puisque jusqu'au 1er janvier 1998, les télécoms étaient un monopole d'État. Il n'y avait qu'une seule société qui s'appelait France Télécom, qui était une propriété de l'État qui avait le droit de faire des services télécoms, un peu comme la Poste finalement, pour le courrier. Et puis, il y a eu une ouverture euh, à la concurrence et une déréglementation qui a permis à des nouveaux opérateurs, alors on connaît aujourd'hui SFR, Free, etc., mais à cette époque-là, il y en avait beaucoup plus, donc à des nouveaux opérateurs de se développer. Et donc voilà, ça a créé tout un mouvement, et en plus, ça a coïncidé avec la révolution Internet, c'est-à-dire avec le fait que les gens ont commencé à souhaiter à s'abonner à des services Internet. Et donc tout ceci mis bout à bout a généré beaucoup d'opportunités, beaucoup de développement. Voilà, j'ai travaillé là-dedans. Yes. Du coup, lorsque tu parles de monopole de l'État, est-ce que c'est quelque chose qui était propre juste à la France? Parce que je pense qu'aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui était déjà éclaté. J'ai cru avoir lu un truc comme ça, que c'était éclaté. Là, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient rentrer justement dans cet écosystème-là. Est-ce que c'était une peur peut-être de l'État, qui ait peut-être des dérives et de vouloir contrôler justement tout ça et réguler, disons peut-être surréguler et au point de faire perdre des opportunités ou un classement peut-être du pôle position de la France par rapport aux autres pays? Alors, encore une excellente question. Donc, la déréglementation en Europe, c'est une idée de la Commission européenne. Et comme très souvent, pendant très longtemps, la Commission européenne et l'Union européenne ont été les forces qui ont créé les conditions de la concurrence entre les sociétés. Donc, évidemment, la déréglementation des télécoms en France, elle est imposée par l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Je crois que ça avait été voté en 1993, que les États membres devaient privatiser les télécoms avant le 1er janvier 1998. Enfin, pas privatiser, ouvrir à la concurrence. Donc ça, c'est l'Union européenne qui veut le faire. Et elle veut le faire pour créer de la concurrence. Créer de la concurrence pour faire baisser les prix, pour améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, ce qui a toujours été Alors, les gens détestent l'Union européenne en disant, oh là là, au secours, c'est la compétition, c'est machin. Toujours est-il qu'avant que l'Union européenne impose la déréglementation des télécoms, on payait la minute de téléphone pour appeler de Paris à Marseille 15 centimes d'euros. Ah ouais. C'est-à-dire que tu téléphonais 7 minutes à ta copine à Lyon, ça t'avait coûté 1 euro. Bon. Donc il faut bien voir que la déréglementation a fait quelque chose, c'est qu'elle a écrasé le prix des télécoms. À partir de 2002-2003, on est passé à la tarification forfaitaire, c'est-à-dire que tu payes un abonnement et tu arrêtes de payer la minute, mais on oublie à quel point c'était cher avant qu'il y ait de la concurrence. Donc aux États-Unis, la situation était très différente puisque ça n'a jamais vraiment tellement été un monopole d'État. C'était historiquement des monopoles locaux qui se sont consolidés avec ATT, qui est donc devenue une société tentaculaire qui possédait tout. Tant et si bien, il y avait tellement peu de concurrence aux États-Unis, ATT était tellement gros que le gouvernement, là c'est l'inverse, c'était une société privée, ATT, le gouvernement s'est énervé
en disant c'est pas possible cette société, elle a 100% du marché, ils font les prix qu'ils veulent. Et donc ils ont utilisé les dispositifs antitrust. Et je crois en 1984, ils ont démantelé ATT en obligeant ATT à se couper en plusieurs morceaux, avec un modèle dans les télécoms où il y avait donc des sociétés de télécoms locales qui apportaient la ligne aux gens dans chaque État, et des sociétés de télécoms longue distance qui reliaient les États entre eux. Bon, un modèle de développement un petit peu particulier. Quand on regarde 30 ans plus tard quasiment l'état dans lequel c'est, ben finalement, il y a quand même beaucoup de monopoles locaux. Donc moi, dans la région où je suis, là en Californie, finalement, je n'ai pas le choix. Enfin, j'ai le choix entre Comcast et Comcast, je crois, c'est tout. Donc finalement, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on n'est plus très loin du monopole. Donc, j'ai l'impression que la déréglementation a été moins favorable, a été plus favorable aux consommateurs européens que ce que ça ne l'a été aux consommateurs américains. Ici, tu payes $100 par mois ton abonnement à Bah, c'est Internet. incroyable ça. Ça a rien à Tu ne voir payes avec pas l'Europe. 30 balles. Hein, donc, voilà. Donc ici, c'est beaucoup plus cher. Ton abonnement mobile, c'est pareil. Tu le payes 50 ou $60 et non pas $25 comme dans beaucoup d'endroits. On va un peu revenir sur la création de Sirpa. Avant la création de Sirpa, euh, qu'est-ce qu'il, pourquoi est-ce que tu crées Sirpa justement? Je veux dire la transition entre le fait que tu as bossé pour ces grands comptes-là, je crois qu'il devait en avoir deux ou trois à l'époque, que tu as limite créé justement cette tech-là pour la VoIP. Euh, Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté justement sur ce créneau où tu pouvais être justement un grand patron demain, enfin dans les années qui devaient suivre, et tu as préféré aller recommencer de zéro parce que créer une boîte dans le contexte de l'époque, j'imagine bien que c'était pas forcément ce qui était le plus sexy, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, c'était pas du tout à la mode, effectivement, de créer une société. Euh, il y avait pas, c'était très difficile de se faire financer. Tu n'avais pas tout un marché, du capital risque, des fonds de venture, devant lequel tu venais pitcher tes idées, qui investissaient chez toi. Il y avait quelques rares fonds qui faisaient ça, mais c'était quand même très rare. Donc c'était vraiment une idée effectivement originale. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai été un peu forcé par le hasard et la nécessité. C'est-à-dire, je voulais faire ce produit-là, j'avais des clients, et donc il a fallu créer une société pour faire le produit, si tu veux. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, dont par exemple Guillaume Gibault, là, le gars du slip français. Ouais. Lui, il me raconte, il dit, bon, moi, je voulais monter une société d'abord. Donc, je voulais monter une société. Donc, j'ai cherché une idée et j'en suis arrivé avec le concept du slip français. Bon. Et puis, moi, je trouve ça génial, tous ces gens qui sont là en disant, je veux monter une boîte. Bon, qu'est-ce que je peux bien faire? Ils cherchent des idées, ils trouvent. Moi, c'est l'inverse. Je suis un ingénieur, je travaille comme salarié. Je vois que les centraux téléphoniques de l'époque, ils sont mal adaptés aux opérateurs de petite taille. Ils ont été faits pour les opérateurs historiques monopolistiques. Et donc on dit, ah bah oui, il faut refaire ces produits-là un petit peu différemment. Je me dis, ben tiens, on va faire ce produit-là. Je fais le produit, tout le monde en veut. Et là, on me dit, ouais, mais il faut que tu crées une société. Finalement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, J'exagère, je caricature, mais c'est un peu la démarche. Et donc, je me suis retrouvé à créer une société alors que moi, j'avais jamais vraiment eu envie. Mais c'était la seule Donc, alternative, c'est pas justement, quelque chose qui pouvait se vendre sous la bannière de justement la boîte pour laquelle tu étais. non, ça avait pas vraiment. C'était, ça aurait rendu le truc très compliqué parce que c'était lui-même un opérateur, donc il aurait fallu vendre à ses concurrents. Donc, je caricature un peu, mais si tu veux, je suis arrivé à la création d'entreprise pour pouvoir mener à bien mon projet. Et d'ailleurs, c'est- j'ai remarqué ça assez souvent, c'est-à-dire que c'est plus facile de monter une boîte autour d'une idée complètement innovante que de développer une idée innovante dans une boîte existante. Pour toutes sortes de raisons financières, hiérarchiques, logiques, c'est assez rare que tu puisses faire de l'innovation de disruption au sein d'une boîte établie. Et finalement, les boîtes établies, elles sont très contentes qu'il y ait des startups qui prennent ces risques-là, quitte à les acheter plus cher après. Ouais, ça leur permet d'intégrer directement un savoir-faire
sans avoir à développer ça soi-même. Même si des fois, ça se passe pas toujours bien. Des fois, j'ai plutôt la sensation qu'ils achètent aussi juste pour faire disparaître cette innovation-là et continuer de garder le monopole. C'est une sensation, hein. Je dis pas que c'est forcément une réalité. Il y a des exemples. Si on prend le cas de Microsoft avec, c'était quoi? Je crois que c'était Sunrise. Euh, Limite, ça n'existe plus. Je crois pas que ce qu'ils ont développé pendant plusieurs années est encore existant aujourd'hui. Alors effectivement, il y a des rachats de sociétés qui se passent bien, il y a des rachats de sociétés qui se passent mal. Moi, dans ma carrière, j'ai deux exemples qui sont proches de moi. L'achat de WeSings par Nokia, qui est un désastre. Et finalement, mon ancien associé Eric Carrel a racheté WeSings à Nokia 3 ans après leur avoir vendu. Et le rachat de Netatmo par Legrand, qui est un grand succès, puisqu'aujourd'hui, les équipes de Netatmo sont vraiment au cœur du dispositif de R&D de Legrand. On est intégré, enfin voilà, La partie business Netatmo object. est vraiment devenu une partie du groupe Legrand. Ça s'est très bien passé avec beaucoup de cadres qui ont trouvé leur place dans un organigramme conjoint et ça a été une très très grande réussite. Et c'est vrai que c'était un petit peu mon objectif et aujourd'hui c'est ma fierté d'avoir réussi non pas juste à vendre une société, à prendre l'argent et à s'enfuir, mais à vendre une société et à ce que l'acquéreur soit content et que l'intégration se passe bien. Effectivement, surtout que là, on va probablement revenir dessus tout à l'heure, mais il s'agit quand même d'une boîte du CAC 40 français. C'est pas commun de voir ces structures ces structures-là, en tout cas, qui prennent ce genre de risque-là, à intégrer des startups de Paris, en tout cas les startups, les petites startups, puisque même si Netamo a fait son chemin et avait déjà un certain gabarit, ça reste quand même pas grand-chose à côté de cette boîte-là qui, pour elle, racheter Netamo, c'est une grosse prise de risque. En tout cas, les collaborateurs qui ont initié le projet ou alors l'idée de rachat, c'est quand même une grosse prise de risque. Oui, effectivement. Alors, bon, le grand, c'est des gens qui rachètent des sociétés tous les ans, hein. Donc, ils ont une culture de faire de l'acquisition, parce que c'est un groupe qui a cru beaucoup par croissance externe. Alors, la plupart du temps, ils rachètent des sociétés établies, traditionnelles, un peu comme eux. Ils rachètent leurs concurrents, je sais pas où, en Finlande, là. Ils ont racheté une boîte finlandaise qui est leur concurrent en Finlande. Donc, mais ils font beaucoup d'acquisitions. Là, c'est vrai que c'était un peu rare parce que ils ont fait une acquisition d'une société technologique. Mais on était une société technologique un petit peu particulière. D'abord parce que on avait déjà quand même trouvé le product market fit et on avait un chiffre d'affaires qui était assez conséquent. Donc on n'était pas une toute petite start-up. Et deuxièmement, on avait une exploitation qui était profitable. C'est-à-dire on dégageait du bénéfice. Alors on en dégageait en pourcentage beaucoup moins que le groupe Legrand, qui a Grosse marge. on va dire des standards de rentabilité qui étaient vachement plus élevés que les nôtres, mais on n'était pas une société, tu vois, qui perd de l'argent tous les mois, ce qui culturellement aurait été très très compliqué avec les gens de Legrand qui ont voilà, une très forte rigueur financière. Si on avait été une société qui dépense trop, je pense que l'intégration se serait beaucoup moins bien passée. Et c'est vrai que dans le monde du hardware, il faut gagner de l'argent assez vite. On n'est pas dans des secteurs d'activité comme le SaaS dans lequel on peut perdre beaucoup d'argent très longtemps parce que à la fin on va se refaire avec les abonnements et la constitution d'un parc client. Dans le hardware, tu vends un produit et ensuite le client, bah, euh, il arrête de t'acheter des trucs, il faut lui vendre autre chose quelques années plus tard. Et donc il faut gagner de l'argent assez vite parce que tu peux pas avoir de développement sur le long terme si t'as pas rapidement une exploitation profitable. Ça, c'est très important. Il y a quand même un petit lien parce que je pense que tu aimes souvent bien le dire aussi, bah, que toi, en fait, ce que tu as eu à faire par le passé, c'est de vendre du logiciel emballé dans du hardware. Donc, quelque part, il y a quand même il y a des patterns, en tout cas, entre les deux, de vendre juste du logiciel, du software et vendre du software dans du hardware, quoi. Alors ça, c'est vrai.
Si tu vends du hardware qui est du hardware, je sais pas, si tu vends une fourchette, c'est quand même très très difficile de se distinguer de la compétition. Ou en général, d'ailleurs, quand on vend des objets sans logiciel, la seule manière qu'on a de se distinguer de la compétition, c'est la marque. Bon, c'est quand même très dur, hein, Ouais, de se distinguer par la marque. Ça prend beaucoup de temps. C'est le monde du luxe. Voilà, c'est à peu près la seule solution pour avoir de la valeur. Sinon, c'est des métiers qui sont très très difficiles. Et donc, il faut se distinguer par la qualité. Pour se distinguer par la qualité, aujourd'hui, c'est aussi et surtout la qualité du logiciel. Même, bon, tu as la qualité du produit lui-même, hein, la construction, les matériaux, la durabilité, qui doit être bon. Et puis, tu as la qualité du logiciel qui permet de te distinguer et qui fait que tu achètes un thermostat connecté Netatmo plutôt qu'autre chose. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand tu fais un objet manufacturé de bonne qualité avec du bon logiciel, tu arrives à le vendre entre guillemets assez cher, 179 euros. Alors c'est pas très cher pour les services que ça rend, mais c'est quand même un budget. Alors que si tu vends du logiciel tout court, par exemple si tu vends un jeu vidéo pour smartphone, eh ben, tu vas le vendre, je sais pas, 4,99 €, 1,99 €, 9,99 € et les gens vont te regarder en disant qu'est-ce que c'est cher. Donc c'est assez rigolo qu'en fait, de voir que le logiciel que tu vends dans du hardware, tu arrives à le vendre beaucoup plus cher que du logiciel que tu vends sans hardware, qui a une valeur perçue par le consommateur qui est plus faible. effectivement. Peut-être pour boucler sur le CIRPAC, le produit en lui-même, le produit exactement, c'est pas justement que ce hardware, c'est pas juste que ce boîtier. En plus de cela, il y avait ce que vous faisiez, j'imagine, complètement à distance, et surtout l'évolution avec Free lorsqu'on est passé à la DSL. Alors effectivement, un central téléphonique, c'est quoi? C'est une armoire, hein, donc c'est un rack 19 pouces, ça fait un, je sais pas, les plus petits devaient faire 1 mètre de haut, et puis les plus gros, c'était plusieurs racks 19 pouces d'un mètre 80 ou 2 mètres. Donc là-dedans, c'est rempli d'électronique et tu as énormément de logiciels donc qui orchestrent toute cette électronique pour produire le service téléphonique. Donc tu as une partie serveur qui discute avec toutes les box qui sont chez les clients. Et puis tu as des cartes électroniques qui sont branchées dans les réseaux télécoms traditionnels. Tu as besoin d'avoir de l'électronique pour faire de l'annulation d'écho, parce que sinon tu as de l'écho à cause des délais de transport. Et donc, c'est beaucoup de logiciels, par exemple, comment tu produis les numéros d'urgence, comment tu produis les interceptions de sécurité, comment juste un truc tout bête, hein, en tapant un numéro, c'est le bon téléphone qui sonne. Donc voilà, bah, tout ça, c'est beaucoup de logiciels. Donc c'était déjà, et c'est un peu toujours ce que j'ai fait, c'était toujours une combinaison hardware et logiciel, c'est toujours ce que j'ai vendu. Yes. Donc, je sais que pendant la crise, la boîte a failli se cracher. Disons, la boîte, elle s'est crashée complètement, puisque tu dis que ben, les clients, ils ont coupé tous pratiquement un à un au point où ben, la Serpa ne valait Alors, quasiment plus rien. effectivement, quand donc en 2001, donc la grande crise des télécoms, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nos clients avaient trop investi. C'est-à-dire, les opérateurs, il y en avait trop, ils construisaient tous la même chose, ils avaient trop investi. Et donc, quand tu investis trop, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que bah, les revenus ne croissent pas comme c'était anticipé, et donc on arrête de. Voilà, c'est une maladie le surinvestissement, et donc tu te retrouves à mourir. Et nos clients, donc les opérateurs télécoms, sont tous morts. Ils étaient ouais, tous en train de mourir, tous en train de faire faillite. Ils ont arrêté toutes leurs commandes. Et donc nous, on s'est retrouvés avec plus de clients. Euh, et donc ça a été un moment très difficile dans lequel on a dû ajuster la taille de la société, donc en procédant à des licenciements de gens qui étaient très très bien, qui avaient fait leur boulot et auxquels on disait bah, désolé, tu dois nous quitter parce qu'il n'y a plus de sous. Et donc on a réduit un peu le niveau de dépenses et on a eu pas mal de chance parce qu'on a réussi à trouver des petits clients. On a trouvé des clients dans les dom-toms, donc une boîte qui s'appelait Outremer Télécom, qui finalement construisait son réseau un petit peu plus en retard que les autres et donc qui était sur le marché pour acheter à ce moment-là et auquel on a vendu des équipements qui marchaient très bien, ils étaient très contents, donc ils nous ont soutenus, voilà, enfin finalement ils ont été des clients heureux. Et puis d'autres petits opérateurs tout à fait spécialisés euh,
qui étaient des arbitreurs de minutes, des gens comme ça. Et puis on a commencé à avoir Free à partir de 2002, qui a commencé à devenir un client substantiel. Et puis en 2003, avec le lancement de la Freebox, bah là évidemment, le marché a explosé et la société est redevenue extraordinairement profitable. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez pu comme ça vous adapter puisque c'était un gros changement? Euh, Ça se voit avec les gros poissons, les dinosaures de l'époque qui n'ont pas suivi justement ce décalage technologique-là et C'est une bonne question. Bon, d'abord, bon, alors les gros dinosaures de l'époque, ils ont bu le bouillon parce qu'ils étaient arrogants, fondamentalement. Ils étaient arrogants. Moi, je me souviens de gens d'Alcatel qui étaient d'une arrogance extrême, qui croyaient que seuls eux pouvaient faire des centraux téléphoniques et absorber cette complexité. Donc ils ont été arrogants, et comme tous les gens arrogants, bah, quand tu es arrogant, tu vois jamais les transitions technologiques qui te rendent obsolète. Donc ça, c'est un peu ce qui leur est arrivé. Et ceux qui n'étaient pas arrogants à l'époque, c'était Nokia, c'était Ericsson, et ils sont toujours là. Donc Alcatel est vraiment un cas spécifique qui est mort de son arrogance. J'ai 1 million d'anecdotes qui n'intéressent plus personne, de grands chefs de l'époque qui m'ont dit les trucs les plus débiles. Je vais juste en citer deux. Euh, des gens donc chez Alcatel qui me disent de toute façon toi t'es pas bon et t'es nul parce que si t'étais bon tu travaillerais chez Alcatel, t'aurais pas monté ta boîte et finalement si t'as monté ta boîte c'est juste parce que t'as pas réussi à te faire embaucher chez Alcatel en sortant de l'école. Donc ça c'était quand même génial. c'est ouf ça. Euh, bref, donc voilà, c'est ça qui les a tués, c'est la suffisance et l'arrogance. Bon, c'est très triste d'un point de vue collectif, puisque moi, voilà, c'était une belle boîte et moi, j'ai toujours été assez patriote sur les questions économiques. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, bon, en admettant que ça soit terminé, on avait quand même réussi à mettre une classe de dirigeants à la tête de société d'une arrogance invraisemblable. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui les a emmenés eux. Alors, ce qui a emmené les autres startups et ce qui fait que nous, on a survécu, c'est la frugalité. C'est-à-dire que quand on a vu que le marché s'est retourné, on s'est pas dit ça va revenir comme avant, l'argent va couler à flot. Non, 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 on s'est dit on va traverser le désert, donc on va faire attention à ce qu'on emmène avec nous. On va pas porter trop de choses, on va prendre des biscuits secs et puis on va marcher, tu vois, au bon rythme, donc avec une très grande frugalité sur les dépenses, et puis en étant très respectueux et à l'écoute des besoins des quelques clients qu'on avait pour pouvoir réussir à traverser le désert. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, et bien nous en a pris. Donc c'est vraiment c'est une leçon d'humilité et de frugalité. Et on va voir, si tu veux, bon, aujourd'hui le marché des startups, il est pas très loin de la grande crise. Je Donc pense qu'il là, y a une on est bulle. en, bah, la bulle, elle a déjà un peu explosé, si tu veux. On s'en rend pas vraiment. C'est pas encore très très clair, mais là, on est en avril 2022. Alors, tu as toujours des très très grandes sociétés qui gagnent énormément d'argent, Google, Apple, Amazon, voilà, qui ont des valorisations colossales. Mais est-ce que c'est vraiment encore des startups? Je sais pas. Et quand tu regardes les cash flows, c'est-à-dire l'argent qu'elles gagnent, bah, en fait, elles ont une valorisation qui est principalement économique par rapport à leur cash flow. Et puis, si tu regardes, ben, l'action Facebook, aujourd'hui, elle vaut la moitié de ce qu'elle valait il y a 6 mois. On a oublié. Et quand tu regardes les actions des sociétés moyennes au Nasdaq de SaaS, leur valorisation est entre le quart et la moitié de ce que ça valait pendant la pandémie il y a 1 an, ou 1 an et demi. Donc la correction sur les très grosses valorisations boursières, elle est déjà très largement en cours. Et une fois de plus, il n'y a pas qu'Apple, hein. Alors évidemment, voilà, Apple, Amazon, Microsoft, eux, ils se portent très très bien. Mais si tu regardes les autres, il y a énormément de corrections. Et cette correction, elle est en train de percoler. Parce que, évidemment,
ceux qui investissent dans les sociétés en série C ou en série D, dans leur tête, c'est pour les mettre en bourse. Donc ils regardent les valorisations de la bourse et quand ils voient les valorisations de la bourse qui baissent, eh bien ils révisent leurs attentes. Et ils révisent leurs attentes dans les séries D. Et puis ceux qui font les séries C, ils voient les séries D qui ont corrigé et donc ils révisent leurs attentes. Et tout ça, c'est en train de percoler à travers l'écosystème. Et donc là, selon moi, on est dans cette espèce de période un peu molle dans lequel il y a déjà des gens qui ont fait reset de leur logiciel et qui ont fait reset des valorisations et qui ont tiré les conséquences de l'ajustement qui est en train d'avoir lieu. Et puis il y a ceux qui pensent que non, c'est pas vrai, ça tousse un peu, et l'argent va couler à flot comme il a toujours coulé à flot, et qui n'ont pas bien vu venir le coup. Mais je pense qu'on est probablement au début ou voilà au premier quart d'un processus de correction des valorisations des startups. Ouais. Yes, intéressant tout ça. Cirpac, donc tu le revends, bon, il y a des chiffres qui ont circulé, je sais pas si c'est vrai, 82 millions d'euros. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est quoi la suite? Lorsque tu te retrouves à cet âge-là, je pense que tu avais moins de 40 ans, si je ne me trompe pas. J'avais 34. 34. 34 ans, donc on vend la société 82 millions d'euros. Bon, d'abord, on paye l'impôt, hein. Ensuite, on partage avec les associés. Donc voilà, il reste pas tout ça. Mais enfin, il reste quand même suffisamment d'argent pour être très très à l'aise. Alors, bon, effectivement, bon, moi je venais d'une famille. Donc là, tu tombes dans des sujets hyper personnels Ouais. sur le rapport à l'argent qui dépendent beaucoup de ta trajectoire personnelle, qui dépendent de beaucoup de choses. Moi, je venais d'une famille qui était une famille aisée, c'est-à-dire mes parents étaient médecins, mais qui étaient nés dans des milieux plutôt modestes. Donc, ils étaient aisés, mais sans être riches, tu vois. C'est-à-dire, ils avaient des revenus confortables, mais on possédait pas de biens, on n'avait pas de résidence secondaire, on vivait, bon, ils vivaient confortablement comme des cadres, voilà, dans un appartement familial tout à fait sympa, dans un beau quartier, mais qui n'était pas luxueux. Bon, donc, on était dans des bonnes écoles parce qu'on était dans les beaux quartiers. Donc, c'était sympa, mais je voyais autour de moi des familles infiniment, si tu veux, plus riches. Et puis, évidemment, des familles plus pauvres. Et donc, voilà, moi, je viens de cette espèce de classe moyenne supérieure qui existe de moins en moins d'ailleurs. Hein, parce qu'aujourd'hui, soit on est très riche, soit on est très pauvre. Il y a de moins en moins de classe moyenne supérieure. Et donc là, je me retrouve avec beaucoup d'argent et je me dis qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que j'avais quand même beaucoup travaillé pour ça, parce que quand j'avais monté cette première boîte et j'avais fait tous ces efforts, c'était quand même pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir me sentir La libre. prise de risque Et aussi, parce que on ne l'a pas dit, il y avait un gros investisseur à la base qui vous a, je sais pas si je vais dire lâché, mais qui a eu peur. ouais, prise de risque, non. En fait, je reviendrai après. Là, je finis là-dessus sur le rapport à l'argent. Après, je te parlerai de la prise de risque. Et donc, je me retrouve avec beaucoup de sous et je dis bon, c'est vraiment la première fois de ma vie que pour moi, c'est pas juste évident qu'il faut créer, monter une boîte pour essayer de, entre guillemets, de faire fortune. Tu vois, un peu dans un, une espèce de rêve à l'américaine, voilà, je pars chercher de l'or, je vais faire fortune. Bon, là, ça y est, tu as fait fortune. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et dans ma tête, j'avais énormément d'options ouvertes en disant, je vais changer de mode de vie, je vais aller, je sais pas où, je vais faire le tour du monde, je vais me poser des questions, je vais me poser des questions de savoir ce que j'ai envie de faire avec cet argent, etc. Et en fait, ma femme était pas du tout dans ce trip-là. Ma femme, elle était cadre chez L'Oréal, elle est toujours cadre chez L'Oréal, tu vois, 20 ans plus tard. Et elle disait, mais moi j'aime bien mon boulot, j'aime bien la vie qu'on a, j'aime bien la ville où on habite, j'aime bien notre maison, j'ai pas envie de changer tout ça sous prétexte que tu as gagné de l'argent, donc tu fais ce que tu veux, mais moi je reste là, j'aime bien mon boulot, c'est ça qui est important pour moi et tout. Et donc finalement, je me suis dit bon, alors ça a changé deux choses dans notre vie. D'abord, bon, on a acheté une belle maison, voilà, on est bien installé, donc on a une vie confortable sans être, on va dire, on a une vie très confortable, mais tu vois, enfin, sans avoir un train de vie de milliardaire russe, tu vois. Ouais.
Mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire le matin, je me lève, je vais au boulot. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire puisque finalement ma femme, elle veut qu'on garde cette vie-là. Je me suis dit, je vais remonter des boîtes. Et donc j'ai remonté les boîtes numéro 2, les boîtes numéro 3, non pas parce que j'en avais vraiment envie, si tu veux, mais parce que finalement c'était soit ça, soit faire quoi. Bon, aller bosser pour un grand groupe, tu vois, j'avais pas vraiment envie. Bon, donc je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire, je vais monter des boîtes de tech. Et c'est comme ça que j'ai monté les boîtes numéro 2 et les boîtes numéro 3, ce qui m'a amené donc jusqu'en 2021, donc ça a duré cette histoire 15 ans de plus. Donc ça, c'est à la fois ça change tout parce que tu as moins de risques, ça change tout parce que tu es plus à l'aise quant à l'avenir de tes enfants, ça change tout parce que quand tu veux partir en vacances et tout, t'es pas à gratter sur le budget. Donc ça apporte un vrai confort et une vraie sécurité. Donc vraiment, c'est important. Mais en pratique, ça n'a pas changé ma vie. C'est-à-dire, j'ai toujours fait le même métier et j'ai toujours, finalement, ça n'a pas changé notre vie. Ça a changé notre vie sans la changer. Ça l'a changé dans la perception qu'on en a et dans le confort que ça nous a amené, sans la changer dans l'organisation de la journée et la vie de tous les jours. Voilà. Est-ce que Et alors le deuxième point que tu as soulevé, c'est la question du risque. Alors moi, j'y crois pas une seule seconde au fait que les entrepreneurs prennent du risque de nos jours. Et c'était déjà le cas à l'époque. Moi, j'ai jamais pris de risque. J'ai jamais pris de risque parce que j'ai toujours été dans des boîtes qui étaient suffisamment bien financées pour avoir un salaire, même si c'était pas un salaire super élevé, au moins j'avais un salaire. Deuxièmement, ma femme qui pointait chez L'Oréal, elle avait un salaire aussi. Et puis, on avait organisé l'aspect patrimonial de la famille de manière à toujours mettre à l'abri, tu vois, l'argent privé de nos entreprises, de mon entreprise, de manière à ce que si on faisait faillite, eh bien, on n'allait pas se retrouver à la rue. Donc en fait, le seul risque que j'ai couru, c'est celui de gagner. Alors j'aurais pu perdre mon temps. C'est-à-dire effectivement, le vrai risque que tu prends quand tu es entrepreneur, c'est que tu perds ton temps. C'est-à-dire tu passes 5 ans, 7 ans, 10 ans à développer une boîte qui décolle jamais. Et donc tu perds ton temps. Mais moi, contrairement aux générations d'entrepreneurs des années 60 et 70, qui eux, vraiment, ils étaient obligés d'hypothéquer leur maison pour pouvoir monter leur boîte et tout, parce qu'il n'y avait pas d'accès au capital, parce que tu pouvais pas lever de l'argent. Eux, vraiment, ils prenaient des risques. Mais moi, je dirais ma génération d'entrepreneurs, c'est la première qui a pas pris de risque. Et aujourd'hui, soyons clairs, les entrepreneurs, ils ne prennent aucun risque. C'est leurs investisseurs qui courent des risques financiers. Les entrepreneurs, ils arrivent, ils pitchent leur deck, face, je lève de l'argent, c'est cool. Pile, je lève pas d'argent, c'est pas grave. Je retourne bosser dans une autre boîte. Et donc finalement, il n'y a plus de risque. Je pense que cette histoire de risque, c'est un peu un mythe pour justifier le fait que tu as gagné beaucoup d'argent. Quand tu as gagné beaucoup d'argent, tu dis ah ouais, mais regarde, j'ai pris beaucoup de risques. Et tout le monde dit ah ouais, c'est comme si tu avais fait un truc incroyable, que tu avais risqué ta vie et tout, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Tu rien risqué du tout. Si tu as risqué de perdre ton temps, tu as risqué d'être vexé, parce que si tu fais faillite avec ta boîte, tu es vexé, mais c'est le seul risque que tu as pris. Tu pris aucun risque financier. c'est intéressant, j'avais pas encore vu les choses sous cet angle-là, mais ouais, c'est intéressant même si je regarde de l'autre côté, si t'es pas aujourd'hui, j'imagine que c'est plus évident pour toi de prendre certains risques par rapport aux risques que tu n'aurais pas pu prendre par le passé, parce que là, tu as une forme de sécurité. Et ça remet pas en cause ce que tu as expliqué précédemment, mais je parle de les marges de manœuvre que tu as. Tu peux te déployer sur beaucoup plus de sujets aujourd'hui et prendre des risques par rapport à avant que tu ne fasses ce premier cash out. Ouais, alors ça, c'est sur la partie, effectivement, donc tu as deux choses. Tu as le risque professionnel, et puis tu as le risque, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, est-ce que je prends du risque? Et donc, en fait, l'impression que j'ai, c'est finalement assez peu. Et ensuite, deuxièmement, tu as ton risque en tant qu'investisseur. Alors, quand tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as jamais fait de cash out, tu peux pas prendre
de risque avec ton argent parce que t'en as pas. Euh, et quand tu commences à avoir un peu d'argent, effectivement, tu vas commencer à le placer, à investir dans d'autres sociétés. Moi, j'ai investi dans 30 ou 32 startups, je crois, au total. Donc là, évidemment, là, pour le coup, tu prends des risques. Mais le risque que tu prends, c'est quoi? C'est de perdre de l'argent dont tu n'avais pas besoin pour vivre. C'est Donc, vraiment est-ce que intéressant c'est ton vraiment un approche. risque? Est-ce que c'est vraiment un risque? Donc, oui, bah ouais, des fois, tu as investi dans une boîte, elle fait faillite, bon, bah, tu as perdu de l'argent dont tu n'avais pas besoin pour vivre. C'est pas vraiment un risque, tu vois, par rapport à beaucoup de risques que courent d'autres gens. Tu vois, ce qui me frappe aujourd'hui, quand tu regardes, c'est quoi l'histoire familiale des PDG, des patrons, des grandes startups françaises. En fait, c'est beaucoup de gens qui sont issus de grandes familles, tu vois. Tu as un entrepreneur dont, bon, on va pas citer de nom, bon, t'en as un, c'est une grande dynastie familiale qui a toujours été dans la politique. T'en as un autre, l'arrière-grand-père, il était le chef d'état-major de l'armée française pendant la guerre de 14-18. T'en as une autre, le grand-père était quasi prix Nobel de médecine. T'en as un, le père est le patron d'un des grands services hospitaliers à Marseille. C'est-à-dire, effectivement, tu vois beaucoup de gens dans, dans les, dans, dans les patrons des belles boîtes, tu vois, du Next Il n'y a 40. pas que ça, mais je Euh, comprends que la majorité, c'est clair que le background familial généralement. ouais, c'est les grandes familles. Pourquoi? Bah parce que les gens qui sont issus de milieux modestes, qui, tu vois, dont les parents étaient à l'usine avec des tout petits revenus, etc., qui font des belles études et qui commencent à rentrer, je sais pas où, à l'air liquide, tu vois, et puis à avoir un bon gros salaire de cadre à l'air liquide avec la voiture de fonction et tout, bah là, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que je suis mieux déjà que ce que j'étais dans mon histoire familiale. Et donc, ils se disent, je vais pas prendre le risque de la création d'entreprise. Et en fait, ils perçoivent mal le sujet. C'est parce qu'ils se disent, ouais, bon, ben là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus confortable que ce qu'avaient mes parents. Et donc, finalement, je suis très heureux comme ça et je vais pas courir de risques supplémentaires. Alors que les gens qui ont un coussin de sécurité derrière eux, ils se disent, bon, allez, rien à foutre de rien, je fais tapis. Donc, c'est vachement culturel, cette question du risque. Et en fait, moi, ce que je dis aux gens, la vérité, c'est qu'on vous dit qu'il y a du risque pour pas que vous le fassiez, mais en fait, il n'y a pas de risque. Et regardez bien, c'est les gens les plus aisés qui prennent ce risque-là. Et vous laissez pas impressionner par ça et allez-y. Yes. Et heureusement qu'il y a quand même plein d'initiatives aujourd'hui pour créer des rôles modèles auprès de cette classe de la population qui, justement, n'a pas accès à ce type d'informations. Je parle par exemple des déterminés de Moussa Camara et plein d'autres. Et ouais, mais c'est vraiment intéressant tout ce que tu viens de noter par rapport à la définition. Là, tu as remis même en cause en fait la définition du risque. Mais c'est quoi en fait la prise de risque lorsque tu nais dans un pays comme la France et quelle que soit même ta classe sociale, quoi. Alors, il faut pas faire il faut pas faire d'erreur de carrière. Donc, ça dépend beaucoup de ton âge. Ça dépend beaucoup de ta situation de famille. Mais quand tu es jeune, que tu es diplômé, monter une boîte, c'est pas courir un risque. Au pire, tu vas Voilà. chercher du boulot. Parce que sinon, tu vas chercher du boulot. Tant qu'il y aura le plein emploi chez les cadres, et je pense que c'est là pour durer assez Effectivement. longtemps, monter sa boîte, c'est pas risqué. Voilà, le risque que tu as pour être objectif, c'est de Perdre ton perdre ton temps. temps. Ouais, Et de même perdre ça ton temps. encore, Et parce donc, que tu apprends des choses, est-ce qu'on peut pour autant dire que tu perds ton temps? Certes, tu n'as pas le alors succès. des fois, ouais, des fois tu perds ton temps. Tu as des gens qui restent coincés trop longtemps dans des boîtes qui scalent jamais, tu vois. C'est-à-dire, tu montes une boîte, tu arrives à faire 1, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est super. Et puis là, tu te heurtes à un palier de croissance. Et puis 5 ans plus tard, tu fais toujours 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc là, au bout d'un moment, ta boîte, elle grandit plus, elle n'est pas forcément hyper vendable, tu es un peu coincé sur un marché un peu petit.
Et donc là, finalement, tu peux arriver dans une situation où tu vas perdre ton temps. Donc là, il faut savoir en sortir. Voilà. Et la deuxième chose que tu risques, donc tu peux risquer de perdre ton temps si tu t'entêtes trop longtemps dans un truc un peu vaseux. Et le deuxième risque que tu as, et c'est en fait, pour beaucoup de gens, c'est le risque principal, c'est de perdre la face. C'est-à-dire, ta start-up, elle s'est plantée. Et là, tu sombres dans la déprime parce que tu es vexé. Euh, et là, en fait, on retombe dans tout le sujet du regard des autres. par rapport C'est-à-dire, aux autres. finalement, pourquoi j'ai monté une société? Est-ce que j'ai monté une société pour acquérir du prestige dans mon réseau social et que finalement, en n'ayant pas réussi, j'ai perdu mon prestige et donc c'est une honte. Et donc je suis complètement déprimé parce que je passe pour un clown. Ou est-ce que j'ai monté une société parce que j'avais une vraie conviction sur le sujet? Est-ce que j'ai monté une société parce que je voulais être libre et indépendant, que je voulais pas avoir de chef et que je voulais pas qu'on m'embête? Donc là, on retombe dans des questions très personnelles qui sont en fait les vraies questions qu'il faut se poser beaucoup plus que le risque financier. Comme je te le redis, j'y crois pas. Il n'y a pas de risque Mais toi, est-ce que financier c'est des questions aujourd'hui. que tu te poses avant de lancer un nouveau projet? C'est des questions que tu te poses à titre personnel? Est-ce qu'il y a c'est toujours, je sais pas, est-ce que à chaque fois c'est aussi analytique pour toi, le fait de te déployer sur un nouveau projet où il y a un mélange de l'instinct et de cette analyse-là? Aujourd'hui, moi, j'ai plus ces problèmes existentiels parce que j'ai 50 ans que j'ai déjà vendu trois boîtes. Donc, si j'en monte une quatrième et que je me plante, si tu veux, je vais pas avoir honte de ma carrière. Donc, mais c'est parce que j'ai 50 ans et que je suis plutôt sur la fin de ma vie professionnelle qu'au début. Mais oui, c'est des questions qui étaient très très importantes pour moi à 30 ans et je pense que c'est ça les questions qu'on doit se poser à 30 ans ou à 35 ans ou à 25 ans quand on monte une boîte. Comment est-ce qu'on a envie de faire tout ça? Et aussi sur la partie financière aujourd'hui, bah, comme des boîtes, j'en ai vendu trois. C'est pareil, si je fais des mauvais investissements, c'est pas très grave. Donc c'est des questions qui sont plus des questions d'actualité pour moi, voilà, mais parce que je suis beaucoup plus âgé et beaucoup plus avancé dans ma vie professionnelle. Yes. Donc tu revends, Withing et là, malgré toi, entre Serpac, guillemets, on ah en oh était à excuse-moi, Serpac. à Serpac, je m'excuse, et là malgré toi, tu te lances sur un nouveau projet sur, Withing, si je ne m'abuse. Heu, Exact. Justement, comment est-ce que tu as l'idée, de lancer Withings et heu, quels sont c'est quoi le jour un en fait de Withings? Alors en fait, donc l'analyse, tu vois, au niveau était la suivante. Internet mange le monde, le logiciel mange le monde. Donc on est en 2004-2005. Internet est déjà en train de manger la musique. Tu vois, c'est l'époque où tu as l'iPod et la musique digitale qui est en train de manger la musique. On avait mangé le téléphone avec Internet en faisant CIRPAC. On avait, tu vois, avalé le secteur de la téléphonie. Et puis, il commençait à y avoir de la télévision sur IP, donc on voyait qu'Internet était en train de manger la télé, et donc on s'est dit, ben, Internet mange tout. Regardons les objets qui sont dans la maison, donc les objets connectés. Internet va les manger aussi. Et c'est un peu l'idée de WeSing, où on se dit, ben, Internet mange tout, donc il va manger les objets ordinaires. Et là, on a choisi, donc je fais cette analyse, je la partage avec un gars que j'avais rencontré chez Technicolor quand j'avais vendu ma boîte, donc Eric Carrel, qui avait exactement la même analyse que moi. Et on se dit, ben, on va monter une boîte ensemble pour faire ça, pour participer à cette révolution. Et on a choisi un peu au pif et un peu par hasard le pèse-personne en disant, bah, finalement, le pèse-personne, qui est un objet que tout le monde a chez lui, hein, je le connecte à Internet, qu'est-ce qui devient? Ah bah, il me permet de faire ma courbe de poids, il me permet de partager mes données de santé, il me Tu peux permet. me dire ce que c'est ce que c'est exactement cet objet, s'il te plaît? Donc c'est un pèse-personne, donc tu vois, un pèse-personne, une Une simple balance là, balance? une simple balance, on la connecte à Internet. OK.
On lui met dedans un truc où hop, ça envoie tu te pèses, ça envoie ton poids sur Internet dans ton espace où tu peux faire ta courbe de poids. Tu vois, ça c'est le service rendu. Ouais. Et en fait, si tu fais ça, qu'est-ce que ça décoince? Ça décoince plein de choses. Si tu es dans une logique sportive, en train de préparer le marathon, tu vas pouvoir voir tes efforts. Si tu es dans une logique médicale, tu vas pouvoir partager tes données avec ton médecin. Si tu es dans une logique de perte de poids, tu vas pouvoir faire des challenges à te comparer avec d'autres Et gars. comment vous faites pour visualiser tout ça comme ça, juste à partir de cet objet-là? Comment est-ce que vous visualisez directement toutes ces différentes possibilités-là? On le voit de manière assez floue en se disant, grâce à ça, tu vois, les gens qui font des régimes, l'idée de départ, c'est les gens qui font des régimes, ils vont voir leur courbe de poids qui baisse, ça va les motiver. Bon, les gens qui Bon, en font des fait, c'était pas régimes ça le là, marché. forcément ça concerne plus les dames. Je pense pas qu'il y a beaucoup de mecs qui se posent des questions su Et ben en fait, tu vois, c'est ce qu'on croyait, donc on pensait qu'on allait vendre ce produit-là à des dames à des filles qui font des régimes, et en fait, on l'a vendu à des mecs qui préparent le marathon. Ah ouais. Et bon, un peu par hasard, un peu par hasard. Donc on le vend à des mecs qui préparent le marathon ou à des gars qui font très attention à eux et à leur poids. Et voilà. Et puis ça démarre. Et puis au bout d'un moment, quand tu achètes un pèse-personne, il est presque toujours connecté parce que ça coûte plus Mmh. rien. Tu vois, ça coûte quelques euros. Et donc, bah, il va afficher ton poids sur le pèse-personne et puis il va afficher ton poids sur ton smartphone et il va faire la courbe sur ton smartphone. Et tu vas avoir une app qui vient avec. C'est devenu on va dire, entre guillemets, un standard. Ouais. Puisque à partir du moment où, finalement, tu peux te poser la question dans l'autre sens, quel est l'intérêt d'un pèse-personne qui n'est pas connecté à ton smartphone et qui ne te permet pas de faire ta courbe de poids? Bah, finalement, il va coûter 2 dollars de moins. Ouais. Bon, donc finalement, ça, oui, bon, ok, il va coûter 2 dollars de moins. Donc au lieu de le payer 29 ou 39 dollars, ou 29 ou 39 euros, je vais le payer 27 ou 34 euros. Bon, bref, finalement, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais prendre celui qui est connecté. Donc c'est ces catégories d'objets. C'est comme après ce qu'on a fait avec les thermostats. Thermostat d'ambiance, quel est l'intérêt d'un thermostat non connecté? Bon, il vaut un peu moins cher. Finalement, c'est pas très intéressant. Par contre, lorsqu'il est connecté, bah, il y a une infinité de Quand il est possibilités. connecté, tu peux faire plein de choses avec. Donc c'est vraiment et c'est ce qui se passe souvent avec Internet, c'est que bah, Internet mange le monde parce que c'est un tout petit peu plus cher que les trucs non connectés à fabriquer, mais ça a infiniment plus de services grâce au logiciel. Yes. Bah, forcément, comment est-ce que vous lancez ça? Vu que là, il y a du hardware, même si, sur la partie soft, vous pouvez, mettre les mains directement dans le cambouis. Forcément, pour, tous ces éléments physiques là, il faut investir, du cash forcément, beaucoup de cash, je dirais, dès le Ouais, départ. alors effectivement, faire un objet connecté, c'est beaucoup plus coûteux que de faire une startup de logiciel parce que en plus de tout le logiciel que tu dois faire, donc de tout le travail de R&D et d'ingénierie, tu dois fabriquer. Bon, d'abord, tu as besoin d'ingénieurs supplémentaires, des ingénieurs mécaniciens, des ingénieurs en électronique, donc ça te rajoute du monde qu'il faut payer tous les mois. Et puis aussi, tu dois fabriquer des moules, trouver des usines, acheter des stocks, acheter des pièces, trouver des fournisseurs. Donc, tu as assez rapidement une structure d'achat, une structure logistique. Tu dois avoir des ingénieurs d'introduction de nouveaux produits qui vont dans les usines. Donc, ça coûte évidemment tout de suite beaucoup plus cher que de faire une boîte de pur logiciel. À l'époque, que ce soit pour WeSings ou pour Netatmo, ce qu'on a dû investir pour pouvoir faire le produit, c'était de l'ordre de 2 millions d'euros. En gros, 1 million de R&D et 500 000 euros d'industrialisation et puis 500 000 euros de marketing pour lancer le produit. En gros, si tu dois couper le truc. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus cher parce que les objets finalement les objets faciles ont été faits. Donc si tu fais un objet connecté, il est forcément plus Ouais. compliqué. Je dirais que c'est plutôt 5 millions d'euros. Donc effectivement, c'est une industrie qui est beaucoup plus capitalistique
que de faire une app ou que de faire un service en SaaS dans lequel tu es obligé de mettre beaucoup plus d'argent dès le début. Et ensuite, quand les ventes commencent à grandir, eh bien c'est pareil, tu dois assez rapidement mettre beaucoup plus d'argent pour pouvoir financer le besoin en fonds de roulement, financer la logistique, etc. Donc voilà, ça coûte plus cher de faire du hardware que de faire du software, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que c'est en général une assez mauvaise idée de monter des boîtes dans le hardware. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas d'ailleurs. C'est parce que d'un point de vue capitalistique, c'est beaucoup plus intensif que d'autres types d'activités. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pu justement t'en sortir, surtout gérer le fonds de roulement, parce que c'est un point assez important dont on ne parle pas souvent assez. Tu peux faire des ventes, le truc, ça peut bien fonctionner, mais si t'as pas de cash, cash is king. Si t'as pas d'argent, tu sais pas Euh, payer les ingénieurs qui vont travailler pour toi. Et en fait, donc pour ça, il y a pas de miracle. Il y a vraiment deux choses. D'abord au début, il faut être financé correctement. C'est-à-dire, si tu sais que t'as pas l'argent pour le faire, faut pas essayer. C'est-à-dire, tu fais ton plan, tu dis, aujourd'hui, pour faire un objet connecté, il va me falloir, allez, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Si tu les as pas, essaye pas de le faire. Si t'as que 500 000, essaye pas de monter une boîte d'objets connectés parce que tu vas pas y arriver. Tu vas faire un proto, un machin, un truc, et puis t'arriveras jamais à industrialiser parce que t'auras pas l'argent. Et donc, déjà, la première étape, c'est il faut être bien financé dès le début. Pour être bien financé dès le début, soit il faut mettre l'argent soi-même, ce que j'ai fait sur Netatmo et ce que j'ai fait avec mon associé sur WeSings, parce qu'on l'avait et qu'on a accepté de l'investir. Donc là, on était sûr d'être financé. Toi tout seul ou ton associé, il a mis quelque chose aussi? Alors, sur WeSings, on avait financé à 50-50 avec Eric Carrel. On a mis 1 million chacun. Sur Netatmo, j'ai financé tout seul. J'ai mis 2 millions de ma poche. Donc là, si tu veux, si j'étais pas prêt à faire ça, si j'étais pas prêt à assurer le financement initial, j'aurais jamais pu réussir. Donc ça, et donc aujourd'hui, il faut se lancer dans une boîte d'objets connectés que si tu es financé dès le départ. Sinon, je pense que vraiment, c'est vraiment très, 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 très risqué. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on en revient sur les valeurs de départ qui m'avaient permis de traverser la crise. C'est une certaine parcimonie, une certaine frugalité. Il ne faut pas dépenser trop d'argent. Il faut vraiment bien compter ses sous. Il ne faut pas partir comme ça à fond en disant. Donc une forte voilà, parcimonie et très rapidement, il faut être capable d'avoir un plan pour mettre la société à l'équilibre. C'est-à-dire où ta marge sur le produit va compenser tes dépenses de manière à ce que tu ne perdes pas d'argent. Alors, pour pas perdre d'argent, il faut faire deux choses. Il faut, il faut avoir une forte marge brute à chaque fois que tu vends le produit. C'est-à-dire que il faut que tu aies un produit qui ait une valeur perçue par le consommateur qui soit assez élevée pour qu'il accepte de le payer à un prix assez cher et une valeur objective sortie d'usine qui soit assez faible, de manière à ce que la valeur ajoutée, donc l'écart entre la valeur perçue et la valeur sortie d'usine, te permette d'avoir une grosse marge. Quand tu as une grosse marge, il se passe deux choses. D'abord, toi, tu vas avoir une grosse marge. Et deuxièmement, tu vas pouvoir donner à tes distributeurs, donc les magasins dans lesquels on va trouver ton produit, une grosse marge. Ce qui va donc les motiver à le vendre. Parce que toi, il faut que tu gagnes de l'argent, mais il faut aussi que les gens qui vendent ton produit gagnent de l'argent, parce qu'il n'y a pas que le Ouais. commerce en ligne. Ouais, il n'y a pas que Et toi puis qui même distribue. Ouais. Amazon, même Amazon, si tu veux qu'Amazon y vende ton produit, il faut qu'il gagne de l'argent. Donc il faut que tout le monde puisse gagner de l'argent, et pour que tout le monde puisse gagner de l'argent, il faut qu'il y ait un gros écart entre la valeur perçue et la valeur sortie d'usine. Donc ça, il faut bien, bien, bien choisir son sujet pour être dans un sujet dans lequel la valeur ajoutée que tu viens créer dans le produit, elle est importante de manière à ce que tout le monde puisse avoir de la marge. Moi, je dis toujours une bonne règle, c'est entre le prix de revient sorti d'usine et le prix de vente TTC avant promotion, tu dois avoir un facteur 4, 3,5, 4. Si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu
tu as réussi à créer un produit qui est vraiment sexy et qui va se vendre. Ce qui va te permettre, avec cet argent-là, ce facteur 4, il va te permettre de faire des promos Black Friday, il va te permettre de faire du marketing, il va te permettre, je sais pas quoi, de faire des campagnes marketing, euh, d'avoir des ambassadeurs qui en font la promotion, et il va te permettre de dégager de l'argent, suffisamment d'argent pour payer tes coûts fixes et avoir une exploitation profitable. Et quand tu as une exploitation profitable, finalement, c'est des boîtes qui grandissent de manière assez classique, dans lequel tu dis, bah regardez, tu dis à tes investisseurs, regardez, je vends 100, le produit m'a coûté, je sais pas quoi, 50, avec les 50 qui restent, je paye tout le monde, il reste rien, mais l'an prochain, ça va encore grandir, puis encore grandir. Et donc finalement, tu n'es plus dans une logique dans laquelle tu demandes aux investisseurs de financer les pertes, tu demandes aux investisseurs de financer le besoin en fonds de roulement. Alors c'est un peu d'autres types d'investisseurs d'ailleurs, mais globalement, c'est difficile de demander à des investisseurs de financer et les pertes et le besoin en fonds de roulement. Soit tu cherches à financer du besoin en fonds de roulement, soit tu cherches à financer des pertes, mais financer les deux en même temps, c'est très dur. C'est pour ça que les boîtes de hardware ont énormément de mal à se financer d'ailleurs. Et donc très très vite, il faut avoir un chemin vers la rentabilité qui soit très rapide. Et en fait, ça vient très vite parce que un produit connecté de bonne qualité, assez vite, t'en vends 50 000 par an. Quand t'en vends 50 000 par an, ça dépend du prix, mais disons, si t'en vends 50 000 à 100 euros, eh bien, tu fais 5 millions de chiffre d'affaires. Et à 5 millions de chiffre d'affaires, c'est assez facile d'équilibrer les comptes d'une boîte d'objets connectés. Et à partir de là, tu peux construire. Nice. Merci pour cette mini masterclass là que tu viens de faire. Nice. Donc, WeThings, qu'est-ce qui se passe après? Puisque là, tu crées Netamo, c'est quasiment, j'ai envie de dire, peut-être le mot assez fort, peut-être c'est du copycat de WeThings. Pourquoi est-ce que tu vas créer une boîte qui est presque identique à celle que tu avais avant? Alors, c'est du copycat, oui et non. C'est-à-dire que dans le process intellectuel, dans la démarche intellectuelle, euh, et si tu veux, dans l'évolution du marché ou la révolution du marché dans laquelle ça s'inscrit, oui, c'est très similaire. Par contre, c'est pas du copycat parce que on choisit un secteur qui est très différent, qui est pas le secteur de la forme et de la santé, mais qui est le secteur de la maison connectée. Et ça, c'était assez important parce que quand tu crées un nouveau produit, pour qu'il se vende au début, il faut qu'il soit vraiment nouveau. Si c'est un copycat, tu vois, si j'avais refait une deuxième balance, ben, j'aurais juste été un copieur, j'aurais jamais fait de presse, ça se serait toujours, enfin, ça aurait été très très difficile. Donc c'est pas vraiment un copycat parce que les produits qu'on vend, c'est pas les mêmes. Le premier produit qu'on fait, c'est la station météo. Donc, tu vois, c'est une catégorie d'objets de consommation qui est quand même très loin de la salle de bain, du tensiomètre et du pèse-personne dans lequel était WeThings. Donc, c'est pour ça que c'est pas un copycat, même si une fois de plus, c'est le même process Ouais. de développement. Alors, pourquoi je monte Netatmo 3 ans après avoir créé WeThings? Bah, parce que je m'entends pas avec mon associé chez WeThings, donc ça c'est très facile. Avec Eric Carrel, on s'entend pas pour toutes sortes de raisons. La raison principale, et donc moi ce que je cherchais, c'était un associé. Donc j'étais vraiment dans une logique, voilà, un associé, un partenaire, et que ce que Eric Carrel cherchait, c'était peut-être des collaborateurs ou finalement des associés, mais dans une relation assez dominatrice dans laquelle il avait le leadership. Alors que moi, ce que je recherchais, c'était des associés avec lesquels on se répartissait les rôles sans établir de relations Hiérarchie. de domination. Voilà, et je pense que c'est comme ça qu'il est câblé. C'est un excellent entrepreneur, mais il adore établir des relations de domination avec les gens, et moi, je n'avais pas envie de vivre ça. Et donc je suis parti. Et si tu regardes d'ailleurs la trajectoire des associés d'Eric Carrel, ça change beaucoup, hein, puisque WeThings, il a eu 4 ou 5 directeurs généraux qui se sont succédés. Et puis ça a toujours été le cas dans toutes ces boîtes. Donc voilà,
c'était une erreur d'analyse de ma part. Je pensais que j'avais trouvé un associé et en fait, c'était une relation d'association qui ne pouvait pas être égalitaire et donc c'était pas ce que je recherchais. Ouais, moi, Voilà, c'est pour ça que je suis je parti. trouve ça assez intéressant sans vouloir rentrer dans les détails. Moi, j'ai eu aussi ce même type de relation dans une autre boîte et moi, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce on sort de là? On trouve un médiateur? Ce que moi, j'ai essayé de faire, mais même avec une médiation, une personne intermédiaire, on n'arrive pas à trouver, je dirais pas un compromis, mais que chacun puisse, euh, même si on doit se séparer, mais se séparer dans des conditions où il n'y a pas forcément d'animosité. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, avec le recul, tu as des petits secrets comme ça, des petits trucs, lorsque peut-être ça commence à, euh, à plus le faire entre ses associés, qu'est-ce qu'il faut tout de suite mettre en œuvre, actionner tout de suite pour qu'on reste au moins des êtres humains qui se respectent, quoi. Parce que dans mon cas, ça s'est hyper mal passé. En fait, je pense que ça ne peut que mal se passer, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est ne jamais se mettre dans une situation, et je vais répondre à ta question de quel est mon conseil, mais il faut jamais se mettre dans une situation où tu t'embrouilles avec tes associés, parce que ça peut pas bien se passer. C'est toujours un bain de sang. Au-delà de l'aspect, bon, d'abord, tu as un aspect financier, tu as un aspect émotionnel, tu as une question assez basique, c'est qui reste et qui part. Et là, globalement, c'est un combat pour la ressource, hein, donc c'est un combat à mort. Donc ça se passe toujours mal. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est ne jamais s'associer avec des gens avec lesquels on a de bonnes raisons de croire que ça va mal se passer. Je vais t'expliquer comment faire ça. Mais si tu t'es associé avec les mauvaises personnes et que vous vous embrouillez, de toute façon, ça va être compliqué. Ça va être la guerre. Il y en a un qui va devoir partir. Et ben là, c'est un combat. Alors, comment tu fais pour jamais te retrouver dans cette situation-là? Parce que c'est ça, en fait, la vraie question. En me refaisant le film, en fait, c'était évident qu'il fallait pas s'associer, pour moi, avec Eric Carrel. C'était évident, tu vois. Et la manière dont la bonne grille de lecture, c'est quelles sont tes valeurs profondes. Quand tu crées une société, quelles sont tes valeurs profondes? Quel est ton objectif pour créer cette société? Est-ce que tu crées... Je vais te donner un exemple. J'ai un copain qui a créé une société avec et son associé, lui, il venait d'un petit village en province. Et son but dans la vie, c'était d'être un entrepreneur de son village, tu vois, ou de sa ville. D'avoir la grosse usine dans le coin, et puis qu'au restaurant, les gens le reconnaissent, tu vois, quand il arrivait dans son village. Donc il était dans une démarche où sa démarche d'entrepreneur, elle était tout à fait liée tu vois, L'image à son que terroir et à l'endroit d'où il venait. Bon, ce qui est très respectable d'ailleurs, hein, très respectable. Et il s'est associé avec un gars qui lui, sa famille venait de l'étranger, il habitait en région parisienne, et donc finalement il n'avait pas d'attachement à un terroir particulier. C'était plutôt quelqu'un, tu vois, de très international de profil, qui parle bien anglais, qui a travaillé dans plein de contextes différents. Et lui, il disait, bah, finalement, cette société, où est-ce qu'on va la mettre? Bah, je sais pas. On va mettre l'usine là où ça a le plus de sens, là où on va avoir le meilleur rapport qualité-prix. Il n'était pas vraiment dans une logique d'attachement à un terroir. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, ils se sont embrouillés. Parce qu'il y en a un qui était dans une démarche, qui avait un objectif profond, qui était de faire du développement économique local. Il y en avait un autre qui voulait faire une société internationale et qui était très très ambitieux et qui avait eu un autre besoin fondamental. Donc évidemment qu'ils se sont embrouillés. Et en fait, les associés qui s'embrouillent, je pense que ce sont en réalité des gens, ils ont cru qu'ils avaient un objectif commun parce qu'ils avaient un projet commun, mais en fait, fondamentalement, au fond d'eux-mêmes, ils ont des valeurs différentes et leur objectif de vie
est différent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut analyser ces valeurs profondes. Pourquoi est-ce qu'en fait, moi, je veux monter une boîte? Et pourquoi je veux monter cette boîte-là? Alors, je veux monter cette boîte-là parce que je pense que c'est une bonne idée. Mais pourquoi moi, je veux vraiment monter cette boîte? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que mon associé a envie d'en faire? Et il faut s'assurer que ça soit identique. C'est-à-dire que au-delà du choix du projet, les besoins profonds et les profondes euh, motivations à la création d'entreprise sont alignés. Si les besoins profonds ne sont pas alignés, euh, eh bien, il ne faut pas s'associer avec les gens. Et ça, beaucoup de personnes passent pas, et c'était mon cas d'ailleurs, j'ai fait cette erreur, tu passes pas suffisamment de temps à analyser quelles sont les motivations profondes Ouais. Parce que généralement, le projet, il des prend le gens. dessus, on a tout le temps les mains dans le cambouis et puis on n'a pas vraiment le temps de se poser des vraies questions, quoi. Des questions qu'on devrait se poser Exactement, au début, en fait. Et avec le recul, je me rends compte. exactement. Si ça se passe mal, qu'est-ce que tu vas faire? Si ça se passe bien, qu'est-ce que tu vas faire? Si ça se passe très bien, qu'est-ce que tu vas faire? Effectivement. Et même aussi en tout cas, moi, dans mon cas, ce que moi j'ai retenu comme leçon et de cette relation-là, c'était, j'avais pas ce document. Moi, à l'époque, moi, je connaissais pas, on m'avait pas expliqué que lorsqu'on s'associe au-delà des documents de l'entreprise, bah, il y a un autre document entre associés qui s'appelle le pacte des associés qui acte en fait bah, ce que nous envisageons faire justement de notre boîte et aussi, bah, comme un mariage, bah, si on veut se séparer parce que ça peut arriver, comment est-ce que ça se passe? Ou même si quelqu'un décède, c'est quelque chose que moi je connaissais pas et toutes les personnes, à qui, j'ai essayé d'expliquer la situation, ils m'ont fait comprendre qu'il y a ce document-là qui existe et justement ce document, il est fait à la base de ce que je pense que tu viens d'expliquer, qui est de se questionner tous les deux pourquoi est-ce qu'on le fait et est-ce que nous sommes alignés tous les deux par rapport à l'objectif commun. Exactement. Et ça, c'est vraiment la clé. Alors, le pacte d'actionnaires, c'est effectivement, c'est la traduction juridique de tout ça. Mais C'est une fondamentalement, conséquence en fait de ça. ouais, c'est une conséquence. C'est l'analyse des besoins profonds. L'analyse des besoins profonds. Et pour ça, il faut que tu dises une question que les gens se posent jamais, c'est pourquoi moi je veux créer une entreprise plutôt qu'être salarié dans une autre. Pourquoi? Alors, moi, je donne un cours sur l'entrepreneuriat et tu vois, souvent, bon, j'ai une classe, je fais un tour de la classe et je leur dis pourquoi c'est des gens qui veulent tous être entrepreneurs, et je leur dis pourquoi vous voulez être entrepreneur? Et alors, en fait, tu as des réponses très différentes, en fait. Tu as des gens qui disent bah, pour avoir un impact. Ouais, c'est assez large quand même. Bon, c'est quand même vague. Mais en fait, derrière ça, alors qu'est-ce que ça veut dire avoir un impact? Est-ce que ça veut dire me faire remarquer? Donc là, ils sont à la recherche de prestige. Bon, très bien. Est-ce que c'est pour avoir un impact social, faire le bien? Et donc, c'est l'entreprise à mission. Euh, T'as des gens qui disent, ah ben moi, ce que je veux, c'est devenir riche. T'as des gens qui disent, bah moi, en fait, j'ai pas le choix parce que mon père, il est entrepreneur, mes frères, ils sont entrepreneurs, et donc il faut juste pas que j'ai l'air ridicule et que je sois entrepreneur. Euh, Tout ça, tu vois, c'est des motivations très différentes. Si tu as un type qui est là pour avoir un impact, je sais pas quoi, écologique ou social, qui s'associe avec un type qui est là pour faire du fric, ça va pas le faire. C'est sûr. T'auras beau écrire ce que tu veux dans le pacte d'actionnaires, ça va pas marcher. Si tu as des gens qui sont là, ils disent, moi, ce que je veux, c'est être indépendant, organiser mon travail comme je veux, donc ce que je veux, c'est euh, une espèce de refus de l'autorité ou de la contrainte qui s'associe avec un type qui est là voilà, pour faire une entreprise sociale, ça va pas le faire. Donc il faut faire ce travail. Pourquoi moi je veux créer une entreprise? Et il y a beaucoup de gens, ils se posent même pas vraiment la question d'ailleurs. Ils le savent pas eux-mêmes. C'est un peu vague dans leur tête. Donc il faut qu'ils arrivent à l'écrire. Écrire, je monte une entreprise parce que je veux faire ceci, je veux faire cela. Ce qui est important pour moi, c'est ça, parce que c'est mes valeurs à moi, profondes. Et que finalement, quand les gens ils vont avoir 30, 40 ans, tu vas pas leur demander de revenir sur leurs valeurs profondes à eux.
tu Ouais, vois. Et puis l'autre, il doit écrire pareil, et puis tu vérifies si ça match ou pas. Si ça match pas, il faut pas s'associer. intéressant. Écoute. Merci pour ce, pour ces tips. Donc, tu crées donc Nettamo et puis là, c'est les objets connectés dans la maison. Et est-ce que du coup, tu gardes quand même tes parts à Withings ou alors là, Oui, tu sors oui, je complètement les ai gardés, bah oui, parce que je n'allais quand même pas les donner, quoi. Donc je les ai gardés quelques mois, et puis finalement j'ai trouvé moyen à les vendre. Bon, je les ai pas très très bien vendus, mais enfin j'étais content. de sortir, ouais. Et ça m'a permis d'éviter de porter deux risques entrepreneuriaux en même temps d'un point de vue financier, ce qui aurait fait beaucoup. Et ce qui me permet donc de financer Netatmo à 100% tout seul. Ok. Là, t'as pas d'associé Ce du qui est- tout. J'ai pas d'associé du tout. Voilà, chat échaudé craint l'eau froide. Ok. Donc, j'ai pas d'associé. Et donc, je crée Netatmo. Station météo connectée. Bon, la station météo, c'était pas un produit perçu comme hyper sexy, Mhm. etc. Mais il y a un marché, les gens l'achètent, ils adorent savoir la température qu'il fait dehors, parce qu'ils s'occupent de leur Mais tu jardin, dois parce quand que même recommencer de zéro. Comment est-ce que tu fais pour aller justement chercher ces ingénieurs? Tu dois refaire exactement le même travail, mais de zéro. Aller ouais, sourcer les ouais, talents. quand tu l'as déjà fait, c'est plus facile. Et puis aussi, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que t'as la bonne réputation. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu vois, quand c'est ta troisième boîte, bah, entre guillemets, les gens t'écoutent plus que quand c'est la première, tu vois. Ouais, C'est plus facile de convaincre les gens. Surtout que ma première boîte Sirpac, j'avais beaucoup de salariés qui, avec leur stock option, avaient gagné pas mal d'argent, tu ouais. vois. C'est quelque Et chose de donc, systématique chez toi? Tous tes collaborateurs, ils ah, ont. toujours, Ah ouais. toujours. Ah ouais, toujours été très généreux avec les collaborateurs en BSPCE, de manière à ce que les gens gagnent plein d'argent. Ouais, c'est très très important de faire ça. Parce que après, quand tu veux, ça répond à la question. C'est quand tu as fait ça dans les deux premières, quand tu veux monter la troisième et que tu dis aux gens, venez, ça va bien se passer, les gens, ils savent que c'est vrai. Ils l'ont vu ailleurs. Parce qu'ils savent parce qu'ils t'ont vu le faire, parce qu'ils ont vu que tu étais correct, parce qu'ils ont vu que ça se passait bien, parce qu'ils ont vu que tu étais un entrepreneur raisonnable, que eux, ils gagnaient leur vie aussi dans l'affaire. Donc, donc voilà, oui, oui, c'est très très important de faire ça. Il faut le faire d'abord par souci de justice sociale, parce qu'il n'est de richesse que d'hommes, et donc il faut juste l'acter. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est devenu un standard de marché, donc si tu le fais pas, tu trouves personne. Donc ça, de toute façon, c'est devenu un standard. Et toi, tu as des Et conseils puis, sur, il faut le faire parce que t'as des conseils sur combien est-ce qu'il faut allouer à ça de pourcentage de la boîte? Est-ce qu'il y a des alors règles? ça dépend, je dirais. Il faut se dire que au moment de l'exit, il faudra que tu aies donné à tes salariés en gros 10% du capital. Maximum. Ouais, max. Sinon, si tu en donnes trop, ça va devenir compliqué à financer parce que les actionnaires vont, tu vois, quand tu vas lever de l'argent, les actionnaires ils vont trouver que tu es trop généreux. Donc il faut pouvoir aller jusqu'à 10%. Donc il faut évidemment démarrer, parce que si tu donnes 1% aux 10 premiers salariés, après tu es coincé, hein. Donc, euh, donc il faut y aller progressivement. Et ça, il faut que ça t'emmène, on va dire, soit jusqu'à la rentabilité, soit jusqu'à l'hypercroissance. C'est-à-dire jusqu'au moment où tu es sûr que tu as trouvé ton product market fit, que tu arrives à grandir, que tu as de la rentabilité économique, etc. À partir du moment, donc ça, tu fais ça avec 10%. Après, c'est un peu différent parce que quand tu as trouvé ton product market fit, quand tu as de l'hypercroissance, quand tu, euh, quand tu commences à gagner de l'argent, déjà tu peux donner des salaires beaucoup plus élevés et tu peux financer les salariés avec d'autres mécanismes comme l'intéressement, la participation, les actions gratuites, les actions de performance, qui sont plus des BSPCE et qui sont plus adaptées aux sociétés dans leur deuxième phase. Dans toutes les très très grosses startups, enfin, ou dans toutes les très grosses boîtes de tech, chez Microsoft par exemple, on donne plus de stock option aux gens, on leur donne des actions gratuites, ce qui est très différent.
Donc il faut que tu ailles au BSPCE jusqu'à 10% du capital. Et il faut que tu te dises à ce moment-là, je serai soit rentable, soit coté en bourse, soit en phase d'hypercroissance. Et là, tu te finances un peu autrement avec des mécanismes, d'autres types de mécanismes qui sont adaptés à des sociétés plus matures. Nice. OK et Netamo, pourquoi est-ce que tu décides de vendre à un moment donné? Alors Netatmo, donc bon, Netatmo, donc on fait la station météo, après on fait le thermostat, on fait des caméras de sécurité, on fait plein de produits. C'est une société qui grandit quand même beaucoup. Euh, Quand on l'a vendu au groupe Legrand, le chiffre d'affaires qu'on a annoncé, bon alors qui était celui de l'année d'avant, et qui était celui qui n'était pas sur les produits qu'on vendait à Legrand, parce qu'on vendait déjà à produit Legrand, je crois que c'était 54 millions de chiffre d'affaires. Bon, c'est une société qui a grandi après encore beaucoup plus. Donc on arrive quand même, ça devient quand même d'assez gros Ouais. business. Tu étais toujours tout seul ou tu avais déjà fait rentrer des fonds à l'intérieur? Alors j'avais fait 2 tours de financement où j'avais fait rentrer des investisseurs. En 2015, on avait fait une levée de 30 millions. Mmh. Alors en 2015, c'était une des plus grosses levées. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un chiffre qui paraît Oui. ridicule parce que les gars, ils lèvent tous 300 millions. Bon, nous, on en avait levé 30. Mais c'est plutôt pas mal pour une boîte de hardware parce que, c'est pas tout le monde Pour qui une boîte de ouais. hardware, c'était beaucoup. Même aujourd'hui, pour une boîte de hardware, ça resterait beaucoup. Euh, et donc, ben en fait, ce qui est apparu, c'est que l'industrie des objets connectés, tu vois, ce qu'on a cru avec WeSings en 2008, qu'il y allait avoir des objets connectés, ça s'est avéré vrai. Donc, il y a des objets connectés. Quand je l'ai vendu en 2018, donc 10 ans plus tard, en fait, il y a des objets connectés, mais c'est plus vraiment une industrie spéciale des objets connectés. Ce sont tous les objets normaux de toutes les industries normales qui deviennent connectés. Et donc finalement, qui c'est qui va acheter un thermostat connecté? Eh ben, c'est un électricien pour aller le poser chez quelqu'un quand il pose une chaudière ou quand il fait un chantier de rénovation. Et donc finalement, de plus en plus sur notre marché, on s'est rapproché en termes de compétition des acteurs traditionnels. Des Schneider, des Legrand, des Siemens. Et donc là, tu te dis, est-ce que pour aller vendre aux électriciens dans le monde entier mes produits, c'est moi qui suis le mieux placé ou c'est le groupe Legrand qui vend déjà aux électriciens des tas de trucs? Tu te dis que c'est le groupe Legrand. Et donc, on a vendu au groupe Legrand avec un super projet industriel. Bon, moi, comme si une fois de plus, c'était ma troisième boîte. Donc, j'avais vraiment envie de réussir, tu vois, La le transition. mariage. Et donc, ils nous ont proposé un super projet industriel, vachement intéressant. Euh, J'avais un très très bon contact avec le CEO. C'était des gens avec lesquels on collaborait déjà depuis 3 ans parce qu'on avait un projet industriel commun dans lequel on développait des produits pour eux qui se passaient très bien. Donc on les avait vus travailler. On avait compris les sujets où ils avaient besoin de nous, Mmh. les sujets où c'est nous qui avions besoin d'eux parce qu'ils étaient plus forts que nous. Et donc on avait bien compris les forces et les faiblesses de chacun. Et donc le projet industriel, on y croyait. Voilà. Et donc on a fait cette vente qui s'est très très bien passée pour tout le monde. C'est-à-dire, je pense que les gens de Legrand, l'intégration s'est très bien passée, la société, les produits sont développés, le business a grandi. Netatmo a vraiment participé à la transformation digitale du groupe Legrand, à la transformation de l'offre. Donc ça, c'est un grand succès. Pour les salariés de Netatmo, ils ont été très bien accueillis, avec voilà de manière très respectueuse. Ils ont pu continuer à exprimer leur créativité et à continuer à faire des projets qui ont du sens. Donc voilà, finalement, c'est une excellente opération. Rétrospectivement, c'était vraiment le bon choix. Ouais. Tu étais resté assez longtemps quand même, 3 ans. Je suis resté 3 ans comme directeur technique du groupe. Bon, c'était vachement intéressant. Voilà, j'avais une excellente relation avec le directeur industriel, donc Antoine Burel, et avec Benoît Coquard, le PDG, que je voyais très régulièrement. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience. Je me suis pas du tout forcé à rester. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour une fois de plus aider à la transformation digitale des offres du groupe Legrand. Et j'ai toujours d'excellentes relations avec eux. Ils ont été très très corrects avec nous.
Donc vraiment une très belle boîte et des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Yes. Donc là, tu as dit que tu avais, tu investi dans une trentaine de boîtes à peu près. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Je sais qu'il y a notamment, il y a, Conto, j'ai même cru qu'il y avait une histoire, genre, dans ces pour, Alexandre Pro, son 1er business avec les cigarettes électroniques que tu avais investi, dessus, après l'avoir Alors effectivement, j'ai rencontré Steve Hanavi et Alexandre Pro, donc les deux cofondateurs de Conto, dans leur business d'avant, Mmh. où ils avaient essayé de faire un objet connecté qui était une cigarette électronique connectée. Alors je leur avais expliqué dès le début du projet que ça marcherait pas, qu'ils allaient jamais y arriver pour toutes sortes de raisons. Et puis j'ai été frappé par leur enthousiasme et leur, on va dire, et leur entrain. Et donc j'ai quand même investi chez eux. Et au bout d'un an, ils sont revenus me voir. Ils m'ont dit en fait, Fred, tu avais raison, on va pas y arriver. C'est trop dur pour cette raison-là, pour cette raison-ci. Et donc, on a trouvé on va vendre. On a trouvé un acquéreur qui a besoin de la technologie. On va vendre Conto. On va vendre, pardon, cette société qui s'appelait Smokio. Mmh. Et donc, ils l'ont vendu. Ils nous ont rendu l'argent. Je crois on a rien gagné. On a dû gagner 5% ou 6%. Ils ont rendu l'argent. J'ai dit, bon, bah, d'accord, ok, c'est pas l'affaire du siècle. Vous arrêtez, mais à une seule condition, c'est que vous nous laissiez investir dans votre prochaine boîte. Voilà, ils ont monté Conto. Et donc, on a eu la chance de pouvoir euh, participer au tour de financement initial de Conto, ce qui était une excellente affaire. En early stage, du coup, c'était, clairement, c'était vous les premiers à mettre de l'argent, Exactement. nice. Exactement. Donc ça, voilà, Conto, je suis super heureux. J'ai aussi eu la chance de faire les tours de site chez Ledger, donc qui fait les porte-monnaies Ah, du crypto. hardware, en gros, de retour aux Ouais, sources. du hardware. Donc ça, c'est super boîte. J'ai aussi investi dans une boîte qui s'appelle Numworks, qui fait une calculatrice pour le lycée, toujours le hardware. Moi, j'aime bien le hardware parce que je comprends, tu vois. Mmh. Donc voilà, donc ça, effectivement, c'est les boîtes les boîtes de hardware dans lesquelles j'ai investi. Il y en a quelques-unes d'autres. Je regarde beaucoup les sujets hardware, même si, voilà, avec toutes les difficultés dont je t'ai parlé. Mmh. Donc, et puis, bah, ensuite, toutes sortes de sociétés très diverses. Euh, Mais est-ce que toi, tu es entouré aujourd'hui pour faire ça? Comment est-ce que toi tu, analyses les decks tout seul ou tu as tout un framework comme ça avec d'autres personnes avec qui? alors, en fait, alors, ce que j'ai fait, c'est pendant longtemps, je regardais les decks, tout ça, tout seul, j'étais organisé. Et puis maintenant, je suis parti vraiment faire autre chose. Je suis moins présent dans l'écosystème. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des fonds, tu vois, comme Elaya, Daphne, Isaïe, qui font ça à ma place, quoi. Donc, je dirais, je l'ai fait en direct pendant très longtemps et aujourd'hui, je le fais quasiment plus, quoi. Sauf toujours sur les boîtes de hardware, parce que là, j'ai vraiment un Mmh. œil. Mais je regarde ça vraiment de beaucoup plus loin et je suis plus du tout actif comme j'ai pu l'être à une époque. Ouais. Yes. C'est il y a un truc qui m'intéresse aussi sur, la façon dont tu as découvert cet univers-là à l'époque. En tout cas, le fait que les objets connectés, ça devait être un petit peu comme le début d'internet, dans la fin des années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi les tendances? Est-ce que, cette tendance, ce trip de Web3, c'est quelque chose que tu as un regard sur ces sujets-là? Alors le Web 3, en fait, tu vois, avec Ledger, dans le Web 3, nous ce qu'on fait, tu vois, dans la course vers l'or, Mmh. nous ce qu'on fait, c'est on vend les pelles. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, hein. c'est pas vous qui On creusez. vend les pelles, on vend. Voilà. Donc, et j'aime bien ce positionnement-là. Je suis jamais tellement vraiment attiré par les business spéculatifs. Tu vois, tous les coins bidons, les NFT produits à la chaîne, bon, c'est pas tellement
disons que j'ai pas de jugement de valeur, je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est mal, je dis que c'est pas tellement mon truc. Par contre, fournir les technologies de base pour que des gens puissent faire ça, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on fait avec Ledger. Les applications sur la blockchain, moi, qui pourraient m'intéresser, ça serait des applications dans lesquelles on vient résoudre des vrais problèmes. Je vais te donner un exemple. Faire le cadastre dans une blockchain. Par exemple, bon, alors en France, ça n'a aucun intérêt parce que le cadastre est déjà là, mais il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de cadastre. Ouais, notamment en Afrique, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup, beaucoup aider pour même la Ah bah revente, ouais, etc. ça, c'est C'est en gros. le cadastre en Afrique. Aujourd'hui, une des raisons, un des problèmes que tu as en Afrique qui empêche les gens d'investir, c'est que ils achètent un terrain et puis après, ils se le font voler parce que c'est pas marqué dans le cadastre que ça leur appartient. Et que en Il y a pas de plus, traçabilité. Limite, quand je regarde même dans mon village, comment ils font, ils mettent ils plantent des arbres, des cactus comme ça pour dire que c'est du grand n'importe quoi. Et puis, c'est n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand même, s'il y a un cadastre, tu vois, imagine qu'à la mairie, tu as un cadastre, peut-être que le mec, il va t'arnaquer. ouais, Peut-être que le il va gars, revendre le même truc à 4, 5 personnes. Donc, exactement. Donc, si tu veux, typiquement, aller faire le cadastre en Afrique avec la blockchain, ça a du sens, tu vois. ouais, clairement, clairement. Donc là, tu vois des applications C'est de la concret. blockchain dans lesquelles tu n'as pas de confiance centralisée, mais tu as besoin d'une confiance distribuée et qui correspondent à des vrais besoins. Donc ça, tu vois, ça pourrait m'intéresser. Maintenant, aller spéculer sur des shitcoins euh, ou sur des NFT, je sais pas quoi, qui sont bon, c'est plus long. Voilà, c'est pas tellement, tu vois. Moi, je suis un ingénieur, j'aime bien les trucs hyper rationnels et Ouais. tout. Donc, la spéculation, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, mais la blockchain, il y a des applications vraiment intéressantes. C'est la confiance distribuée. Bon, alors tu peux avoir la confiance distribuée. Quel est l'avantage par rapport à la confiance centralisée? C'est quand il ne peut pas y avoir de confiance centralisée. Tu vois, en France, où en général le conservateur des hypothèques qui fait les inscriptions au cadastre, c'est quand même très rare qu'il y ait des arnaques. Mhm. Hein, personne, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des histoires où ils se sont fait voler par le conservateur des hypothèques qui a mis à son nom leur terrain. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'aller faire ça avec une blockchain, mais il y a des pays dans lesquels ça a du sens. Voilà. Donc, quand tu peux pas avoir de confiance centralisée, faire de la confiance distribuée, pourquoi pas. Nice. Mais non, moi, aujourd'hui, pour moi, les vrais sujets d'avenir, c'est évidemment tous les sujets autour de la transition vers un monde décarboné. Donc, production d'énergie renouvelable, stockage d'énergie renouvelable, enfin stockage d'énergie, nucléaire, puisque là, ça va repartir, donc il va quand même y avoir des trucs à faire. Euh, Réduction des consommations d'énergie, flexibilité de la consommation d'énergie pour s'adapter à la production intermittente. Voilà, pour moi, les sujets d'avenir, c'est des sujets finalement encore plus hard que hard. Ouais. Tu vois. C'est vraiment tous les sujets, recyclage, c'est tous les sujets autour de la décarbonation, puisque là, il y a plus le choix. De toute façon, c'est soit ça, soit la fin de l'humanité. Donc, C'est des sujets que je trouve assez complexes en fonction de la zone, enfin de tes interlocuteurs. Parce que lorsque tu vas parler à des personnes qui sont en Afrique ou qui sont en Chine, bah, même s'ils comprennent, enfin, ils comprennent pas toujours, mais quand ils essayent de comprendre, généralement, ils vont te retourner le truc en disant, ben, vous avez passé des décennies à polluer pour pouvoir être compétitif et vous développer et vous voulez nous interdire ça aujourd'hui. Donc, c'est assez complexe. Pourtant, à la fin, nous sommes tous concernés. Si demain, bah, il y a, je sais pas, il y a tout le pôle Nord qui, je sais pas, qui se décongèle et qui, on subit tous cette conséquence-là. Mais c'est vraiment hyper compliqué d'aborder ce sujet, surtout lorsqu'on se positionne en donneur de leçons. Malheureusement, la plupart des interlocuteurs, bah, je trouve qu'ils font pas assez attention lorsqu'ils essayent de mettre ce sujet-là sur la table. Pas tout le monde, hein. Il y a quelques personnes comme quelqu'un que j'écoute beaucoup, Jean-Marc Jancovici, peut-être tu connais.
bien sûr, il en bien parle sûr. avec quand même une certaine finesse et une maîtrise du sujet sans forcément être un donneur de leçons ou celui qui va te taper sur les doigts par rapport au fait que t'as pas peut-être pissé sur la douche en prenant une douche. Donc, ouais. Bah, c'est vrai que c'est très injuste pour les Africains, cette histoire, parce que finalement, ils ont très peu carboné, puisque un Africain, aujourd'hui, la plupart des Africains, ils ont un budget carbone qui est de 2 tonnes, inférieur aux 2 tonnes par an, Mhm, qui est le budget que chaque humain sur Terre peut avoir et qui soit soutenable par la planète. Par contre, la première partie de la planète qui deviendra inhabitable euh, lorsque les températures auront trop remonté, c'est la partie équatoriale, et c'est tout le centre de l'Afrique. Donc, ils seront les premières victimes du réchauffement climatique, quand bien même ils n'y ont que infimement participé par rapport aux Américains dans une très grande mesure et aux Européens dans une mesure un peu plus faible. yes. Effectivement, il y a une très grande injustice sur ce sujet-là. Ouais. Quant aux Chinois, bah, c'est un peu différent parce que je pense qu'ils ont bien vu venir le coup quand même. Quand tu regardes aujourd'hui qui c'est qui bosse sur ces sujets de transition vers le décarboné, aujourd'hui, quel est le pays du monde qui construit des réacteurs nucléaires à la chaîne? Euh, c'est quel est le pays du monde qui essaye de contenir la demande d'énergie? C'est la Chine, hein, quand même. Bah, clairement. Là, on arrive sur presque la fin. J'ai quelques petites questions avant de te laisser. Euh, il y a un truc que je voulais te demander, j'ai oublié. C'était concernant, j'ai lu quelque part que tu avais acheté une presqu'île. C'est vrai ça ou c'est juste Ouais, une rumeur? ouais, j'ai une presqu'île dans la rade de Brest en Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait avec Euh, une presqu'île tout seul en plus? bah écoute, c'est sympa. Bah, j'ai une belle maison dessus, c'est sympa. C'est un endroit où la famille, voilà, maintenant on est tous un peu, mes enfants sont grands, on est tous dispersés. Et donc c'est un endroit pour que la famille puisse se retrouver. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est ouf. Et puis les amis peuvent venir, etc. C'est sympa. Ok. Yes. Dis-moi, Fred, comment est-ce que toi tu progresses? Bah, il faut apprendre. Il faut apprendre. Pour apprendre, il faut apprendre. Et pour apprendre, bah, il faut être curieux. Et il faut penser que dans les conversations, on a plus à apprendre qu'à donner de leçons. Et donc pour ça, il faut aller voir les meilleurs. C'est pour ça que je suis allé travailler chez Apple. C'est vraiment ma démarche, c'est pour apprendre. Dans ce que je sais bien faire, tu vois, les objets connectés, vendre du hard avec du soft, etc. J'ai réussi modestement, mais il y a des gens qui ont réussi à faire ça beaucoup mieux que moi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller bosser là-bas pour apprendre. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que je m'améliore. C'est la curiosité, le fait d'être sûr qu'on sait pas tout, et puis d'apprendre auprès des meilleurs. Yes. Voilà, donc c'est ça ma démarche pour m'améliorer. Est-ce que tu as des regrets? Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai pas de regrets. Non. Ah non, j'ai pas de regrets. J'ai fait des erreurs, oui. J'ai fait des choses bêtes. Euh, oui, enfin, j'ai pas de remords, tu vois, je me sens pas coupable ou tous ces trucs. Oui, bien sûr, j'ai fait des erreurs et j'ai fait des choses bêtes, bien sûr. Oui. Une infinité, même certainement, d'ailleurs. J'imagine, bah, je crois que tu as déjà répondu partiellement à la question. En fait, la question, c'est quoi ta plus grande fierté? Et j'imagine ça doit être la fusion entre Netamo et avec. Non, ma plus grande fierté, c'est ma plus grande fierté, c'est que mes collaborateurs et mes actionnaires, mes collaborateurs et tous les gens avec lesquels je travaille, dans leur immense majorité, ils disent, bon, c'est vrai, Potter, il a un gros caractère, des fois il est un peu pénible, etc. Mais finalement, il est honnête. Il a toujours fait ce qu'il a dit, il a toujours dit ce qu'il avait fait, il a toujours essayé de préserver les intérêts des uns et des autres. Et finalement, on repartirait dans une aventure avec lui demain s'il nous le demande. Pour moi, c'est vraiment ça qui est ma plus grande fierté.
c'est que les gens de Legrand, si demain je remonte une autre boîte et que je veux la leur vendre, ils diront bon ben voilà, Potter il est honnête, ce qu'il nous a vendu la dernière fois ça s'est bien passé, donc on va lui faire confiance, on le connaît. Si demain je remonte une autre boîte, les collaborateurs avec lesquels je vais travailler, ils vont me dire ah bah peut-être on va aller bosser avec Fred parce que on sait que on sait qu'il est honnête et prévisible et raisonnable. Voilà, c'est ça ma plus grande fierté. C'est vraiment dans mes relations interpersonnelles avec les autres parties prenantes, que ce soit les actionnaires, les acquéreurs, les investisseurs. Tu vois, Iris Capital, ils ont investi dans ma première boîte, ils ont investi, et quand je leur ai dit, je remonte Netatmo, je lève de l'argent, ils m'ont envoyé de l'argent tout de suite. Ils m'ont dit, Sans même. je caricature, ils nous ont dit, écoute, oui, bien sûr, on investit, bon, envoie-nous le deck quand même pour qu'on ait un dossier, tu vois, mais pourquoi c'est ça dont je suis le plus fier. Voilà, c'est la confiance de l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles j'ai travaillé. Yes, c'est assez impressionnant ce travail sur la réputation, sur le temps surtout. Ça finit toujours par payer. Ouais, oui, il y a plein de gens qui comprennent pas ça, tu vois. Il y a eu, que la réputation, en fait, c'est super important. Nice. Est-ce que tu aurais trois bouquins à nous recommander? Alors, qu'est-ce que j'ai bon, donc ouais, alors un livre le livre d'Harari Sapiens, qui est un point d'entrée. Bon, c'est un grand classique, hein, mais c'est un point d'entrée dans la pensée évolutive, c'est-à-dire finalement qui regarde l'homme comme un animal avec des traits de C'est caractère quoi le titre, et tu qui rappelles? essaye d'a... Ça s'appelait. Le Pardon? titre. Ça s'appelle Sapiens, Ah, Sapiens. Ok, ok, de, Sapiens. Ouais, ouais, j'ai lu ce Sapiens bouquin. de Harari. Bon, un grand Gros classique, donc bouquin. ça faut le lire. Si on a déjà lu Sapiens et qu'on C'est veut l'histoire de plus l'humanité. se plonger dans ces sujets-là, il faut lire Jared Diamond. Donc Jared Diamond, il y en a plein. Il y a Le Monde jusqu'à hier, qui parle des sociétés entre guillemets anciennes et qui les compare aux sociétés modernes. Il y a Pourquoi l'amour est un plaisir, qui parle de la sexualité humaine. Il y a De l'inégalité parmi les races, qui parle du développement des continents et des différentes populations humaines dans les continents en fonction des contraintes géographiques auxquelles elles ont été soumises, qui sont des, euh, voilà, toute une série de livres, on va dire, qui permettent de voir l'homme de manière scientifique et avec beaucoup moins d'émotions que ce que l'on a en général. Deuxième livre qu'il faut absolument lire, c'est les livres de Piketty, donc L'économiste? Ouais. Le Capital au XXIe siècle et Capital et idéologie. Je conseille surtout donc le deuxième Capital et idéologique, très intéressant, qui est un livre donc qui parle de la manière dont les richesses sont inégalement réparties chez les voilà dans les sociétés. Je pense qu'il faut le lire. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce que raconte Piketty, bien sûr, mais en tout Il y cas, a c'est un point de il y a un petit vue. brin politique quand même, il y a un peu je crois que il y a une partie un petit peu politique où il. Ah oui, c'est très politique, mais je dirais que avant tout, ça reste un chercheur en économie. Et les chercheurs en économie, il faut les écouter parce qu'il faut toujours écouter les chercheurs. Ça ne veut pas dire que il faut faire exactement ce qu'ils proposent. D'ailleurs, en général, si tu regardes le- les chercheurs, ils sont très très bien pour analyser des situations et bon, souvent ils font des propositions qui ne sont pas les bonnes. Mais en tout cas, il faut écouter ce qu'ont à dire les chercheurs et Mhm. l'analyse des inégalités que fait Piketty est quand même très très convaincante et elle expose le fait qu'il y a très clairement un problème. Voilà. Ensuite, les solutions techniques qu'il propose pour mettre fin à ce problème, voilà, moi j'ai un certain nombre de nuances, mais en tout cas dans le constat que les inégalités s'accroissent, qu'elles deviennent insoutenables et euh, et que c'est notre intérêt de remédier à l'accroissement des inégalités, il faut écouter Piketty. Alors ensuite, quel est le juste niveau d'inégalité
de patrimoine qu'une société doit tolérer pour être efficace au maximum. Ça, c'est un point qu'il aborde pas. Mais en tout cas, il faut le lire. Voilà, Nice. il faut le lire. Fred, on te contacte où? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ok, parfait. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Ah, euh, il faut être lucide et ambitieux. Lucide et ambitieux, c'est compliqué. Donc ambitieux, c'est avoir la tête dans les étoiles en se disant je vais pouvoir m'extraire de ma condition, faire mieux que ce que je fais, me dépasser. Ça, c'est l'ambition pour soi-même et puis pour les gens autour de soi. Et lucide, c'est de dire il faut faire attention à tous les gens qui racontent qui vendent des NFT avec des têtes de singe, quoi. Euh, et qui racontent n'importe quoi. Il faut faire attention au phénomène de mode. Il faut faire attention euh, à tous ceux qui racontent fake it until you make it et ce genre de choses. Et il faut être Ah, mais sérieux et il y a plein de travailleur et personnes qui ont s'assurer. pu lancer des trucs comme ça, hein. Est-ce que tu serais pas plus nuancé par rapport à ça? Donc je dirais, voilà, il faut être lucide et ambitieux et trouver le bon compromis entre la lucidité et l'ambition. Nice. Merci beaucoup, Fred. Bah, merci beaucoup de ton accueil et puis bonne continuation pour ton Une dernière podcast. chose encore, je sais que tu dois partir là. Écoute, ce podcast s'appelle Débrouillard, Fred. C'est quoi pour toi un débrouillard? Ah, c'est quelqu'un qui fait face à l'adversité avec le sourire. Nice. Merci beaucoup, Fred. Merci, à À très vite. bientôt.